Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal dominé aujourd'hui par deux actualités majeures, avec d'abord la visite d'État du président français et son épouse Emmanuel et Brigitte Macron sur le Rocher, reçus par le couple princier au Palais. Quels sont les enjeux de ce déplacement? Quelle en est son importance? Nous serons sur place dans un instant et pour aller plus loin dans les symboles, nous recevrons ensuite un proche du couple présidentiel, présent lui aussi à Monaco ce week-end, le journaliste et animateur Stéphane Bern. En parallèle, c'est le Blue Economy and Finance Forum qui s'ouvre au Grimaldi Forum pour 2 jours. L'occasion de trouver des solutions économiques en faveur de la préservation des océans, alors que se tiendra à Nice la semaine prochaine la conférence des Nations Unies sur l'océan. Nous reviendrons sur cette première journée et vous entendrez deux personnalités invitées, la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde et l'explorateur Bertrand Piccard. Vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info l'arrivée du président de la République française et son épouse Emmanuel et Brigitte Macron en principauté. Ils ont été reçus cet après-midi au Palais Princier par leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène. Fabien Bonilla, on vous retrouve sur la place du Palais. Vous avez suivi cette journée. Quels en ont été les temps forts ? Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Il s'est passé 41 ans entre la visite d'État du président français François Mitterrand et celle d'Emmanuel Macron. Le prince Albert II était à l'époque prince héréditaire, il est maintenant prince souverain. C'est donc la première fois que le prince Albert II, en tant que chef d'État, reçoit un président français pour une visite d'État, même si les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois. Et pour cette visite d'État, vous le voyez, dans l'après-midi, la voiture présidentielle s'est arrêté dans la cour d'honneur où leurs Altesses Sérénissimes, le prince et la princesse, accompagnés de leurs enfants, ont accueilli Emmanuel et Brigitte Macron. La force publique a rendu les honneurs militaires avec 3 sections de 12 carabiniers, une section de 12 pompiers ainsi que l'orchestre des carabiniers du prince, tous aux ordres du colonel Tony Varro. Après les hymnes nationaux français puis monégasques, le passage en revue du détachement militaire par les deux chefs d'État. Les deux hommes ont présenté réciproquement les délégations officielles monégasques et françaises. À la suite, le prince Albert II a accordé une audience au président de la République française dans le salon de famille où il a été bien sûr question, entre autres, d'environnement, puisque c'était l'objectif de cette visite d'État. En parallèle, la princesse Charlène et Brigitte Macron se sont dirigées dans les jardins du palais pour une rencontre également. Les deux chefs d'État et leurs épouses ont rejoint le salon des glaces pour une photo officielle. Durant cette visite, le prince a élevé le président de la République française à la dignité de Grand Croix dans l'ordre de Saint-Charles. Emmanuel Macron qui a décoré également la princesse Charlène. A noter pour finir lors de cette visite au palais que le prince Albert II a reçu un cadeau hautement symbolique et original. Le président de la République a remis au prince une carte marine portant l'inscription « Mont sous-marin Albert II ». Il faut savoir que sur la proposition de la France, l'Organisation hydrographique internationale a fait voter une proposition pour attribuer le nom Mont sous-marin Albert II à un relief majeur situé dans l'océan Indien. Ce mont sous-marin s'élève à 1958 mètres, ce qui correspond à l'année de naissance du prince Albert II. Merci Fabien. Et une autre personne qui connaît très bien le chef de l'État est elle aussi présente sur le Rocher. Il s'agit du journaliste Stéphane Bern pour évoquer l'actualité du jour. Il est avec nous en duplex. Bonsoir Stéphane Bern. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Merci de nous faire l'amitié de votre présence ce soir. Monaco est en pleine effervescence à l'occasion de cette visite d'État du président français et de son épouse Emmanuel et Brigitte Macron. Nous l'avons rappelé plusieurs fois sur notre antenne, une visite officielle comme celle-ci n'était pas arrivée depuis 41 ans, 1984, avec François Mitterrand. C'est un nouveau moment historique pour Monaco que nous vivons, ou juste historique pour Monaco et anecdotique pour la France ? Non, c'est pas anecdotique pour la France, bien au contraire. Je crois que c'est historique. Les liens avec la principauté sont très anciens. Et je trouve très bien que le président de la République réaffirme ses liens d'amitié avec la principauté de Monaco, tout en réaffirmant l'indépendance de l'État monégasque, de la principauté, mais avec ses liens très particuliers, affectueux, historiques, commerciaux. Et puis, non, je crois que c'est une visite importante. D'ailleurs, la délégation, il y a une délégation française.
Vous savez que le président va ensuite se rendre avec le prince souverain. Ils vont aller à Nice pour parler de ce qui intéresse vraiment le prince souverain, c'est-à-dire les océans aussi. C'est vraiment la cause qu'il défend. Donc je crois que cette visite intervient à un moment clé et c'est vraiment un signe d'amitié entre la France et Monaco. Donc je ne crois pas à Paris qu'on prenne les choses très à la légère. Au contraire, certes c'est une visite symbolique, mais le symbole, vous savez, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui donne à voir. Et je crois que c'est un signe d'amitié pour la principauté de Monaco et tous les Monégasques. Oui, parce que vous l'avez dit, la relation franco-monégasque ne date pas d'hier. Elle est le fruit d'une histoire qui leur a été commune pendant longtemps avant que Monaco n'acquiert totalement son indépendance. En tant que Français attaché à l'histoire de Monaco, qu'est-ce qu'il reste selon vous de cette relation aujourd'hui? Pourquoi Monaco et la France restent encore de vieux amis? Écoutez, je crois que les liens sont anciens parce que les Français ont été parmi les premiers, sous Louis XI, je crois, à reconnaître l'indépendance et la souveraineté de Monaco. Ensuite, régulièrement, il y a eu des traités qui ont été signés avec la France, notamment qu'il y avait des questions de succession pour le trône monégasque. Et la France a participé, le président Poincaré notamment, a avalisé en quelque sorte le fait qu'il y ait la continuité dynastique pour que les Grimaldi puissent continuer d'incarner l'indépendance de Monaco. Non, les liens sont très forts, très anciens, et je crois que c'est bien que la France montre aussi son attachement à Monaco, tant que Monaco est attaché à la France. Et cette relation qui s'illustre ce week-end est aussi celle du président Macron avec le prince Albert II. On pourrait aller jusqu'à parler d'amitié. D'où est-ce qu'elle vient, cette amitié? Comment s'est-elle formée et maintenue? J'ai assisté à un certain nombre de rencontres entre les deux chefs d'État et il y a une vraie connivence, une vraie complicité. Je crois que les deux hommes s'entendent très bien et surtout se comprennent. Ils parlent le même langage et notamment en termes d'environnement et de défense de la planète, de biodiversité. Je crois que le président de la République est très attentif à tout ce que fait le prince avec sa fondation Albert II pour les océans. C'est quelque chose qui est important, oui. Stéphane Bern, vous êtes présent à la visite d'État du président français, mais rappelons que vous êtes à Monaco en ce moment également parce que vous êtes le parrain du concours photo Patrimoine architectural de Monaco, dont l'exposition a été inaugurée jeudi. Concours lancé par la Direction des affaires culturelles à destination des jeunes de 11 à 25 ans pour les sensibiliser à la préservation du patrimoine par la pratique artistique. Parlez-nous de cette initiative et pourquoi en avoir été le parrain vous a réjoui. Écoutez, j'étais très heureux quand Françoise Gamerdinger, la directrice des affaires culturelles de Monaco, m'a proposé ce parrainage parce qu'il y a deux axes, vous l'avez rappelé. D'abord, favoriser le sens artistique des plus jeunes, les éveiller, ouvrir l'œil en quelque sorte, être attentif à l'environnement, être attentif à ce qui les entoure et au beau. Et ensuite, développer peut-être de nouvelles aptitudes en termes de photos, puisque tout le monde fait des photos avec ses smartphones maintenant, mais peut-être on peut aller plus loin et essayer de montrer aussi que c'est un véritable art. Et ensuite, la deuxième chose, c'est faire en sorte que les jeunes soient de plus sensibles au patrimoine et à l'architecture. C'est une chose qui me peine beaucoup de voir que, au fond, la défense du patrimoine est assignée à des personnes de mon âge, alors qu'il faut que la jeune génération s'en empare, s'approprie les questions de défense du patrimoine, parce qu'il s'agit d'une question d'avenir. Le patrimoine est une énergie durable, c'est quelque chose qu'on construit dans le temps. C'est pas seulement beau, l'architecture monégasque, et je dois dire que je suis absolument ravi du choix qui a été fait avec le jury. Et vous voyez les photos sur le jardin Saint-Martin qui montrent toutes ces photos de ces jeunes qui ont fait des clichés extraordinaires. Mais peut-être ça peut ouvrir les consciences sur les questions de défense de l'environnement, de protection de l'environnement, parce que c'est comme la biodiversité, comme la nature, c'est quelque chose qui est très fragile aussi. Et l'on pourra observer ces clichés dans un reportage à la fin de notre journal. Merci beaucoup Stéphane Bern, journaliste et animateur phare de France Télévisions, entre autres, de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous. Nous venons d'en parler en prélude à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Le BEF, le Blue Economy and Finance Forum, s'est ouvert aujourd'hui au Grimaldi Forum. C'est là qu'a lieu pendant 2 jours une série de discussions sur les moyens économiques de préserver l'environnement marin. Émilie Rousseau, vous avez suivi cette première journée au Grimaldi Forum, journée de haute importance. Oui, ce forum s'inscrit dans la mobilisation mondiale pour la protection des océans. Il entend contribuer de façon concrète à la réalisation de l'ODD numéro 14 des Nations Unies, à savoir conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines.
C'est un rendez-vous mondial pour l'avenir de nos océans, un événement phare en amont de l'UNOC3 qui débutera lundi à Nice. Pendant 2 jours, le Blue Economy and Finance Forum rassemble des chefs d'État, des dirigeants d'institutions financières, des scientifiques pour transformer les ambitions en actions concrètes en vue de restaurer la santé des océans vers une économie bleue durable. L'océan recèle une formidable quantité d'opportunités économiques et financières d'une valeur estimée à quelques 25 000 milliards de dollars. Mais cette valeur ne peut et ne pourra se réaliser qu'à une condition: que nous, les humains, cessions de la dilapider en contribuant, comme nous le faisons encore trop souvent, à la dégradation de nos systèmes marins et aquatiques. À cette voix s'est ajoutée celle d'Ilana Said, ambassadrice de la République des Palau auprès des Nations Unies, petit État insulaire menacé par l'élévation du niveau de la mer et du réchauffement des océans. Autre intervenant de marque, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, qui a défendu le potentiel concret de l'économie bleue, et Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Ce forum est rythmé par plusieurs temps forts, des séances plénières, des panels et autres side events qui vont permettre aux participants de croiser leur expérience et d'échanger sur des solutions innovantes. The blue economy that we need has to be one of regeneration, where actually we invest in making the ocean able to continue regenerating itself and providing for us. That means oxygen, protection of the coastal zone, fish, tourism. So this is why I'm so excited to be here in Monaco for this Blue Economy and Finance Forum, because we need to come together with all these solutions that make sense for the double bottom line, for the environment and for the economy. Ce qui est très important aussi ici, c'est de pouvoir discuter et de créer un petit peu des ponts entre le monde de la science, le monde de la finance, le monde de la conservation. Et nous, c'est ce qu'on fait en Méditerranée, de tisser des ponts justement entre des univers qui souvent ne se parlent pas vraiment. Ici, nous avons écouté déjà beaucoup de très belles interventions par des personnes très importantes, des chefs d'État et de central bankers. Et alors, l'économie doit entrer bien et doit être utilisée pour faire des choses pour la santé des océans et pour sauver notre planète. Et cette action passe par des engagements. Lors du Blue Economy and Finance Forum, la Principauté et la France ont signé la Charte croisière durable Méditerranée. Initiée en 2022 par l'État français, elle a pour objectif d'améliorer l'empreinte environnementale du tourisme de croisière à travers des engagements ambitieux. C'est un engagement fort, celui de prouver et de montrer de manière partenariale que les engagements ne sont pas ceux d'un seul pays et que nous suivons l'initiative française. Nous avions déjà des mesures très fortes en principauté sur la réglementation des croisières, mais pour autant c'est l'affaire de tous et l'initiative française est vraiment louable. Et il faut accompagner et inciter d'autres partenaires à y adhérer également. Cette charte engage également les principales compagnies maritimes internationales, conscientes de l'enjeu et des défis actuels. On le voit, il y a une volonté de continuer à préserver cette activité qui permet à des personnes du monde entier de découvrir nos pays, qui sont probablement les 2 plus beaux pays au monde, et d'un autre côté également de pouvoir pour nous les protéger. Nous avons des joyaux et nous devons les polir régulièrement, en prendre soin et accueillir bien sûr des touristes, mais au rythme que nous souhaitons et avec des pratiques que nous voulons. Le Blue Economy and Finance Forum marque une étape décisive vers une économie bleue, régénérative et essentielle pour la santé de notre planète et le bien-être des générations futures. Le BEF livrera ses conclusions demain en présence du président français Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu, de nombreuses personnalités sont présentes à Monaco pour ce forum extraordinaire. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, figure parmi les invités. Quel rôle son institution peut-elle jouer dans l'économie bleue? Elle a répondu aux questions de Christophe Pacaud. Madame la Présidente, bonsoir à vous. Bonsoir. J'ai envie de vous paraphraser pour débuter. Allez-y. Ou alors vous citer. Ça vous va? Ça très bien, allez-y. Dans le cadre du Blue Economy Finance Forum, j'ai adoré votre
Votre poème, cher à Baudelaire bien sûr, Homme libre. Oui. Oh, homme libre, tu chériras la mer. Mais c'est la fin qui nous fait toujours poser question quelque part. Oui. Ouais. Avec ce carnage toujours à éviter. Oui. Oui. Lutteurs indomptables, frères implacables. Je crois que j'ai voulu citer Baudelaire au début de cette merveilleuse conférence, simplement pour rappeler qu'on est tous concernés par les océans, premièrement, et que la lutte pour la protection de notre planète et des océans, ça passe évidemment par la finance, parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'initiatives, mais il faut aussi de l'émotion. Il faut de la culture, il faut de la poésie. Et Baudelaire, en 1857, a eu l'intelligence de mettre ensemble dans ce magnifique poème l'humanité et les océans. Homme libre, toujours tu chériras la mer, il faut le lire absolument, il faut lire Les Fleurs du Mal. Oui. Vous avez raison, Madame Lagarde. Madame la Présidente, c'est important évidemment pour tout ce qui est industrie, tout ce qui est fonds publics de venir ici, mais plus encore pour le privé, parce que c'est pas simple d'aller chercher vers des pays qui sont souvent endettés aujourd'hui de l'argent. On sait très bien que qu'il s'agisse de l'économie verte ou de l'économie bleue, de la protection de notre planète, l'argent public ne suffira jamais. Il n'y en a pas assez. Donc il faut impérativement que l'argent privé se mobilise. C'est pour ça d'ailleurs au passage que moi je soutiens le marché unique des capitaux en Europe pour drainer un maximum d'argent privé, parce qu'on est de grands épargnants ici en Europe, pour que cet argent puisse se mobiliser sur des projets de long terme qui rapportent et qui permettent de protéger la planète et notamment les océans. Alors justement, comment fait-on pour investir? Qu'est-ce qui va nous donner envie de rêver? Vous l'avez dit comme avec Baudelaire. Qu'est-ce qui va nous donner envie d'investir si j'ai quelque argent à mettre? Un placement, c'est pas un simple plan de retraite ou un livret A, quelque part. Ou ça peut être un livret bleu. Alors ça pourrait être un livret bleu, ça peut être des émissions obligataires bleues, comme en font maintenant un certain nombre de banques de développement, mais aussi de banques commerciales. On a eu des banques commerciales ce matin qui nous ont expliqué qu'elles faisaient maintenant des émissions obligataires dites bleues qui financent des projets qui rapportent. Donc il y a un retour sur investissement et ces projets sont de nature à empêcher l'érosion des sols, à prévenir les préjudices et les dommages que la montée des eaux en particulier, que les inondations de plus en plus fréquentes, les grands événements climatiques néfastes à notre environnement peuvent produire. C'est important d'être aux côtés ce matin du prince souverain, en tout cas d'échanger comme vous l'avez fait. Moi je suis très... on est tous redevables à son Altesse Sérénissime, au titre de tous les travaux qu'il a menés depuis 20 ans, de la fondation, mais l'organisation de ce sommet ici à Monaco pendant 2 jours pour délivrer le message, 1, les océans c'est l'affaire de tous, 2, la finance doit se mettre au service de cette cause, 3, ça peut rapporter. Son Altesse Sérénissime a été formidable parce qu'il a été très précis, très bref à l'ouverture de ce forum et très convaincant. Vous représentez la Banque Centrale Européenne, bien sûr, en tant que présidente. L'Europe s'investit dans son entièreté aujourd'hui ? Alors l'Europe, c'est aujourd'hui 450 millions d'habitants, une des zones les plus avancées dans un certain nombre de domaines technologiques, notamment en matière de brevets divers. On est en avance, parfois souvent d'ailleurs sur les États-Unis, ça se sait pas beaucoup. Et on a vraiment vocation à développer toute cette innovation au service de l'Europe, bien sûr, des côtes européennes, de l'environnement européen, mais aussi de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui va faire que des gens vont investir des sommes qui sont quand même colossales pour le commun des mortels? Parce qu'on parle quand même de milliards, on parle pas de 25 milliards ou 35 milliards qui sont déjà quasiment acquis aujourd'hui, mais il faut aller jusqu'à 175 milliards par an. Absolument. Comment faire pour les séduire, ici à Monaco et ailleurs? Bon, d'abord, il y a des masses d'épargne considérables dans le monde. Qu'il s'agisse qui sont gérés soit par des compagnies d'assurance, soit par des gérants d'actifs. Il y a des sommes considérables qui souvent viennent d'ailleurs des fonds de pension, qui viennent des économies qui sont faites par nos concitoyens, par les consommateurs en général, par les épargnants. Et c'est cet argent-là qui doit se mobiliser avec un retour sur investissement. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement, sinon vous n'allez pas investir votre retraite si vous n'êtes pas sûr d'avoir un retour. Donc il faut que ces projets-là soient structurés pour permettre un retour sur investissement et que cet argent soit investi pour ces causes-là
pas seulement en raison de ce qu'on appelle des counterfactuals, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si j'investis pas, mais surtout qu'est-ce qui me revient si j'investis. Et ça, je pense que c'est le travail des financiers, c'est le travail des banques, c'est le travail des compagnies d'assurance, d'identifier ce retour pour convaincre les investisseurs. Quelle idée ici, au Forum, et puis plus tard même sur Nice, qui va se passer, quelle idée déjà que vous connaissez, que vous avez déjà vu vent automatiquement, quelle est l'idée qui va nous forcer ou nous séduire pour aller investir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est presque obligatoire dans les heures et les jours à venir à faire? Je crois que l'impératif... Je suis pressé, vous avez vu, j'ai dit heure et jour. Vous avez raison, mais je crois que le premier impératif, c'est de réduire nos émissions. Ouais. Ça, je crois que... Ce qu'on fait ici à Monaco, ce qu'on cherche à faire. Ce que vous faites ici à Monaco, je crois que donner un prix au carbone pour savoir exactement ce que ça coûte et comment on doit valoriser et payer l'emprunt qu'on fait à la nature. Bien sûr. Ça, c'est étape numéro 1. Puis ensuite, il y a des tas d'initiatives locales de toute nature qui permettent de nous protéger contre nous-mêmes, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on emprunte à la nature plus que ce qu'elle peut nous donner. C'est ça, il faut toujours combiner vertu et rendement aussi dans l'économie. Absolument. Mais ça commence par des gestes tout simples. Hein. Pas laisser couler l'eau du robinet, pas jeter ses plastiques n'importe où. Gérer la nature, ça suppose d'être attentif à tous les gestes. Ça veut dire qu'il faut répéter ce genre d'action, parce que c'est pas simple. Parce qu'on nous l'a dit, quand tu te brosses les dents, il faut fermer le robinet, quand tu prends la douche. Mais ça on nous l'a dit répéter. Tout le temps. C'est ça qui est important à faire. Vous avez annoncé quelque chose d'important. Est-ce que ça peut influencer d'ailleurs sur cette économie bleue? Au niveau des taux d'intérêt, vous fêtes une pause estivale à la Banque européenne. Non, on vient de prendre une décision de politique monétaire la dernière semaine, jeudi, qui a consisté pour la 8e fois à baisser nos taux d'intérêt de cette fois-ci 25 points de base. Donc on est passé de 4% maintenant à 2%. Et on pense qu'on est vraiment arrivé à une position qui est bonne. On a bien calibré notre décision de politique monétaire. Et puis on va être attentif aux données qui viennent dans les semaines, dans les mois, dans les trimestres qui viennent, pour savoir si on doit ajuster ou pas ajuster. Mais je pense qu'on est bien positionné actuellement pour faire face à des moments qui seront qui sont difficiles, délicats et qui sont très incertains aujourd'hui. Il faut être attentif, il faut le dire tout simplement. Nous, on est toujours très attentifs, ça c'est clair. C'est sûr. L'euro qui changera, tiens, j'ai vu une petite parenthèse, mais quand même c'est intéressant pour nous tous. Oui. Vous allez changer nos billets de banque? Alors, oui. Ouais. Réponse oui, mais pas tout de suite, parce que ça prend du temps. On aura toujours nos 6 billets de banque, 5, 10, 20, 50, 100 et 200, mais on va en changer le format, parce qu'aujourd'hui, sur nos coupures, on a des paysages qui sont un peu des paysages inventés, parce qu'à l'époque, personne n'a réussi à se mettre d'accord. Donc on va proposer une série de nouveaux dessins ou de nouveaux portraits qui puissent évoquer véritablement de grands Européens, ou de grandes institutions européennes ou de grandes activités européennes. Et on hésite ou des éléments de nature européenne, mais qui seront vrais, qui ne seront pas inventés. Très bien, ça veut dire que nous sommes très optimistes et que l'euro se porte bien grâce à vous. L'euro se porte bien et je pense qu'on a eu une politique monétaire qui a permis de faire descendre l'inflation, qui a été au plus haut à 10,6%, qui est maintenant à 2%. C'est notre objectif de moyen terme. Je pense qu'on est bien calibré pour réaliser cet objectif de moyen terme. C'est pour ça que je me suis permis de parler de pause quand même quelque part, Christine Lagarde. J'espère que vous allez passer un bel été. J'espère passer un bel été et vous, bien terminer votre mission à la BCE parce qu'on sait, vous allez arrêter. Donc qu'est-ce que vous faites en 2028 alors finalement? Alors, destin français, destin mondial? Je vais vous dire, particulièrement à vous, d'abord, 1, j'ai des petits-enfants, 2, je veux aller voir pousser mes roses, et 3, j'ai eu une activité sportive pendant très longtemps. Il n'est pas exclu que je retourne un petit peu vers mes premières amours, qui sait, comme entraîneur, comme je ne sais pas. Très bien. Je ferai autre chose. Avec un mari qui joue beaucoup au paddle, je pense que vous allez vous rapprocher. Voilà, mari au paddle et moi en natation synchronisée, on fait un magnifique discipline. Merci d'avoir synchronisé tous ces événements, l'environnement et l'économie ici, à l'occasion de ce... Et la poésie. Et de la poésie, n'oublions pas Baudelaire, jamais, les fleurs du mal. Pour ce Blue Economy and Finance Forum. Merci à vous en tout cas, Christine Lagarde. Merci beaucoup. Et au-delà des acteurs politiques et économiques, ceux que l'on attend le plus à ce forum, ce sont sans doute les scientifiques et autres experts du monde marin. C'est le cas de l'explorateur et pionnier de l'aéronautique Bertrand Piccard, qui a lui aussi répondu aux questions de Christophe Pacaud. Écoutez. Bertrand Piccard, bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous.
Vous êtes la personne idoine, vous êtes la personne indiquée pour nous parler d'océan, bien sûr. Vous les protégez tellement, vous qui avez fait ces tours du monde incroyables, que ce soit en ballon ou en avion solaire. Vous êtes une famille d'aventeurs, déjà, il faut le rappeler quand même. Hein. Oui, parce qu'à propos d'océan, il faut quand même rappeler que mon père est le premier à avoir plongé avec son bathyscaphe dans la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond des océans, avec le but de voir s'il y avait de la vie là en bas, à l'époque où les gouvernements voulaient lâcher leurs déchets radioactifs. Et quand il a vu qu'il y avait un poisson, qu'il y avait des crevettes, ça a été le signal qu'un brassage existe entre la surface et le fond pour amener de l'oxygène au fond des fosses marines et que tout ce qu'on jetterait là en bas, un jour ou l'autre, contaminerait l'entier de la planète. Donc c'était le début de la protection des océans. On n'oublie pas grand-papa non plus, hein, grand explorateur. Qui, lui, était l'inventeur du bathyscaphe que mon père a utilisé dans la fosse des Mariannes. Exactement. C'est incroyable, cet ADN en tout cas pour protéger notre planète, protéger, on le rappelle, les océans qui font plus que partie de notre planète Terre. Hein. Mais oui, mais c'est tellement évident qu'on doit protéger les océans, alors que ça fait des siècles qu'on y prend tout ce qu'on peut et qu'on y rejette tout ce qu'on ne veut pas, qu'on met en danger l'humanité, mais que jusqu'à maintenant, la protection de l'environnement, c'était quelque chose de cher, de rébarbatif, de sacrificiel, et par conséquent, ça a dégoûté l'économie et l'industrie de l'écologie. Et maintenant, ce qu'il faut, et c'est ça qu'on essaye de faire avec la Fondation Solar Impulse, c'est de réconcilier les deux, avec la mise en évidence de solutions techniques qui sont économiquement attrayantes pour protéger l'environnement. Donc réconcilier écologie et économie. La Fondation Solar Impulse, à l'origine d'un livre incroyable. C'est un guide où on trouve quasiment toutes les solutions grâce à vous dans tellement de domaines assez incroyables. Hein. Ça va de la nourriture, ça va évidemment au transport maritime. Tout ce qu'il faut faire pour sauver l'océan, c'est dans ce guide en tout cas. Alors, on a publié beaucoup de choses. Hein. Le livre réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques, ça c'est la philosophie générale. Oui. Comment arriver à mettre l'écologie au cœur du développement économique. Et puis ensuite, la Fondation Solar Impulse a fait toute une série de guides sur un nouveau narratif pour rendre l'action climatique passionnante et pas rébarbative, un guide de solutions pour les villes, un manifesto pour rendre l'Europe plus compétitive et efficiente grâce à toutes ces solutions écologiques. Et puis ça, on va le montrer. C'est le guide des solutions pour l'économie bleue. C'est des solutions typiques pour les océans. Comment des investisseurs peuvent revenir dans leurs investissements, comment des entreprises peuvent gagner de l'argent en protégeant l'environnement, en protégeant les océans. Et il y a certaines de ces solutions qui sont juste tellement intelligentes, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas partout. Mais déjà, le Seawater Air Conditioning, aller prendre du froid dans le fond des océans pour faire des échangeurs de froid et de l'air conditionné. Pour climatiser. 93% d'économie d'énergie. Mais comment il y en a 3 dans le monde. Okay, je suis d'accord avec vous, Bertrand. Comment expliquer depuis tant d'années, vous faites un plaidoyer, vous êtes là, on vous fait confiance, vous avez réalisé des exploits extraordinaires, vous avez montré ce qu'on pouvait faire avec un avion solaire. Comment est-ce possible qu'on mette autant de temps à investir? Parce que quand on regarde les chiffres, il nous manque tout simplement, je vais schématiser, 150 milliards. Mais c'est pas qu'il manque 150 milliards, parce que des investissements, il y en a dans le monde entier, tout le temps, et des dépenses stupides, il y en a dans le monde entier, tout le temps. On dépense des milliards pour importer des énergies fossiles de l'étranger, au lieu d'investir cet argent pour mettre en place des centrales d'énergie renouvelables ou mettre en place de l'efficience énergétique qui économiserait les 2/3 de l'énergie qu'on utilise. Et ça, ce serait tellement rentable de le faire qu'on n'aurait plus besoin d'acheter des énergies fossiles. Ouais. Ce que vous dites souvent d'ailleurs, ce que vous rappelez dans votre ouvrage, il faut combler le fossé entre l'économie et l'écologie, c'est aussi simple, entre guillemets, que cela. Alors, le fossé, il est déjà comblé. Oui. Pour vous, il est comblé. Et on l'a prouvé. D'accord. Mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Et il y a des gens qui sont dans un tel immobilisme, une inertie. Vous savez, on a toujours fait ça. Oui. Donc, c'est difficile de changer. Et c'est vrai qu'arriver à mettre 1600 nouvelles solutions dans tous les domaines de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, de la construction, de l'agriculture, de l'industrie, du traitement des déchets, c'est un grand changement. Alors, ce changement est possible, ce changement est rentable, ce changement est écologique, mais ce changement, il n'a pas encore eu lieu. Et c'est ça qu'on essaie désespérément de pousser. Notamment à l'occasion de ce sommet pour récupérer de l'argent des investisseurs qui sont peut-être un peu frileux, des plans de financement, on en reparlera dans ce journal notamment. Mais Bertrand Piccard, aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de Monaco, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à Monaco et on en retrouve dans votre guide. Alors, il y a des choses qui sont faites à Monaco, ce guide le montre, et puis il y a dans la
dans la philosophie du prince Albert, quelque chose que j'admire énormément, c'est de ne pas attendre des consensus mondiaux avant d'agir. Quand Monaco veut protéger le thon et interdit pendant une certaine période de mettre du thon en vente dans les restaurants de Monaco, le temps que les stocks de thon se reconstituent en Méditerranée, mais c'est brillant, parce que ça montre qu'on peut avoir un immense résultat, extrêmement bienfaisant, en agissant localement. Alors on peut le faire dans d'autres domaines, avec une interdiction pour les bateaux qui pêchent au chalut de manière illégale dans les zones marines protégées, de décharger dans des ports. Ça, on pourrait très bien le faire. Et si suffisamment de ports se mettent à interdire de décharger de la pêche illégale, eh bien les autres ports le feront aussi. Et comme ça, de manière bottom-up, on arrivera à une généralisation des bonnes pratiques. Mais pour l'instant, on veut faire du top-down en cherchant un consensus universel qui ne se fait pas. Et alors chacun se dit, tant que les autres ne le font pas, nous, on n'a pas de raison de le faire. Bertrand Piccard, pour conclure, on va essayer de prendre 2 exemples très concrets. Par exemple, avait lieu la journée de l'environnement jeudi dernier à Monaco. On a travaillé sur le plastique. C'est quelque chose que l'on connaît. On sait qu'il faut qu'on réduise tout ce qui est carbone dans les années à venir, 2030, 2060. On a nos objectifs très communs ici à Monaco. Travailler sur le plastique, c'est déjà quelque chose d'important pour vous? Mais travailler sur le plastique, c'est fondamental. Parce qu'on étouffe sous la pollution plastique. Il n'y a pas que les océans qui étouffent. Il y a nous aussi. On retrouve des morceaux de plastique dans notre cerveau, dans nos sangs, dans nos gènes, enfin autour de nos gènes, etc. C'est gravissime. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est pas simplement dire « Ok, on n'utilise plus de plastique », parce que on voit que ça va être trop difficile, mais par contre, on peut faire des plastiques biodégradables. On peut faire des plastiques à base de déchets de l'industrie laitière. Donc on fait du plastique qui est comestible. Et ça, c'est labellisé par la Fondation Solar Impulse, ça s'appelle l'Actips. On peut faire des plastiques qui sont recyclables à l'infini. Donc c'est une industrie qu'on crée de cette manière-là. Une industrie qui permet d'éviter de simplement décharger le plastique dans les océans et dans les organismes humains. Et vous dites aussi, il ne faut pas avoir peur non plus des gros investisseurs ou des grandes entreprises, les méga-entreprises. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers eux pour trouver d'autres solutions et éviter le côté obsolète aussi de la chose. Nous, on passe notre temps à la Fondation Solar Impulse à aller vers des entreprises, à aller vers des gouvernements et de leur dire, vous pouvez faire plus de bénéfices, vous pouvez avoir des nouvelles opportunités économiques, vous pouvez embaucher plus de monde, créer de l'emploi, créer de la valeur avec des solutions qui protègent l'environnement. Pourquoi? Parce que si elles sont efficientes, vous avez une plus grande marge bénéficiaire, vous gaspillez moins. Si c'est des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités de business, vous allez forcément accroître vos compétences et votre valeur. Et quand on voit par exemple avec les déchets plastiques, on peut aussi maintenant transformer tous les déchets non recyclables actuels en matériaux de construction, en gravier, etc. C'est un business. Aujourd'hui, on pourrait fermer toutes les décharges publiques et utiliser tous les déchets comme ressources. Et on ne fait pas ça. Et moi, ce qui me frustre, c'est que le monde pourrait aller beaucoup mieux que ce qu'il va. Et en fait, c'est ça qui m'anime et qui me donne envie de continuer à me battre. Et justement, à propos liminaire, on parlait de votre papa, des grands-parents. Il faut laisser une trace que vous allez faire pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un combat permanent, mais il est tellement obligatoire. Il faut laisser une trace positive. Parce que le plastique dans les océans, c'est une trace aberrante, toxique, stupide de notre civilisation actuelle. Donc il faut se battre pour laisser des traces positives. Et par rapport à toute la jeunesse aujourd'hui, il faut montrer que la situation n'est pas perdue. Il faut montrer qu'il y a des métiers d'avenir, qu'il y a des solutions qui peuvent être utilisées, qu'il y a de l'espoir, mais pour ça, il faut agir. Et puis, il faut crier solution, 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 plutôt que problème, problème, problème. Et pour être vraiment complet, parce que Bertrand Piccard est un homme très occupé, au-delà de tout ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire encore ce week-end ici à Monaco pour les océans, la semaine prochaine à Nice, il a encore des projets. Il n'y a pas que l'avion, il n'y a pas que le ballon, il y a encore un avion avec un carburant différent qui arrive en 2018, il y a une chose 2028. Il y a une chose qui n'a jamais été faite pour montrer l'ampleur des solutions, c'est de faire un tour du monde sans escale, sans aucune émission polluante. Et attirer l'attention un peu comme un porte-drapeau de l'action climatique. Et ça, c'est le projet Climate Impulse qui est en train d'être mis en place avec mon associé Raphaël Dinelli. On est à 40% de la construction
de cet avion à hydrogène qui doit faire ses premiers vol tests en 2026. On vous souhaite plein de belles choses. Vous nous faites tellement rêver, vous êtes tellement important pour notre planète. Et je rappelle, on va le remontrer encore une fois, voilà la solution qui tombe bien pendant le Blue Economy and Finance Forum. Il fallait absolument en parler et vous allez pouvoir encore le découvrir bien sûr. Et allez taper de temps en temps sur solarimpulse.com, c'est très intéressant. Merci Bertrand Piccard. Avec grand plaisir. Merci à vous. À bientôt. Toujours dans les thèmes chers à Bertrand Piccard, parlons encore d'exploration, mais sous-marine cette fois, avec la 3e édition du Green Shift Festival qui s'est achevé hier soir sur la place Anne-Marie Campora, au Larvoto. Lors de cette dernière soirée organisée par la Fondation Prince Albert II, avait lieu le vernissage de l'exposition photographique en présence du Prince souverain. Je vous propose d'écouter le lauréat du prix de photographie environnementale 2025, décerné cette année au photographe Angel Fitor pour l'image Héros méconnus et invisibles, au micro de Fabien Bonilla. The picture is representing the activity of a community of living beings that lives under the substrates of the sea. They are the equivalent of worms in the forest. So they process all the organic matter, they bring oxygen underneath the sand, and at the end of the day they are helping to the seagrass to grow underwater. And the seagrass in the Mediterranean Sea, it's proven to be one of the most fundamental elements of the whole ecosystem. This competition has become, within the last few years, one of the greatest competition across the globe. I mean, there's kind of circuit of competitions about the natural world, and this one has become one of the most relevant. Actually, it's my first time. It's the first time that I take part in this competition, and it was precisely because this competition really matters. It's making a really impact on the audience, and it's really worthy to be in. Le Prince Albert II était également de passage à la Galerie des Pêcheurs hier soir pour admirer l'exposition photo itinérante Sanctuaire Pélagos, une série de clichés saisissants capturés par le photographe Greg Lecoeur et présentés par We Are Méditerranée. À l'approche de la conférence de l'ONU sur l'océan, c'est l'occasion d'observer une fois encore ô combien le patrimoine naturel marin de la Méditerranée est beau mais menacé. Sortons de notre chapitre environnement et parlons sport à présent. La Roca Team reçoit l'Asvel demain à 16h30 à la salle Gaston Médecin. Après une défaite lors du premier match des demi-finales en Betclic Elite, les Monégasques sont revenus à égalité avant-hier au terme d'une seconde rencontre parfaitement maîtrisée et ont récupéré l'avantage du terrain. L'ailier fort Peter Corneli est revenu au micro de Gaëtan Lebrun sur l'importance de cette série pour la fin de saison de l'AS Monaco Basket. Écoutez. C'était capital pour récupérer l'avantage du terrain et puis bon, ça nous remet aussi dans une meilleure dynamique que quand tu es à 0-1 ou 0-2 même, tu vois. Donc voilà, le job a été fait, ça c'était très bien. Il fallait en récupérer au moins un à l'Asvel et puis maintenant il faut faire le boulot chez nous avec notre public. Tout ce qu'on a pu voir, c'est déjà quand on faisait le job défensivement et qu'on arrive à les garder en dessous de 75 points, etc. C'est pas le même match tout de suite. Donc voilà. Ça passe vraiment par se passer la balle en attaque et bien défendre, prendre les rebonds. Dernier match, ils ont pris un peu trop de rebonds encore offensifs. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut corriger. Mais dès qu'on a un bon rythme en attaque et que défensivement on est dans nos règles, on se donne un match beaucoup plus facile en fait. Donc voilà, il va falloir s'appuyer sur ce qu'on a bien fait et puis ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait au premier match. On sait que clairement le boulot il n'est pas fini et qu'il va falloir aller jusqu'au bout pour aller chercher ce titre de champion de France. Ils ont entre 11 et 25 ans et ont une passion en commun, celle de la photographie. Dans le cadre d'un concours lancé pour la toute première fois par la Direction des Affaires culturelles, les photos capturées par 15 élèves de la Principauté ont été sélectionnées par un jury de professionnels, dont le journaliste Stéphane Bern, avec qui nous étions en ligne il y a quelques minutes. Photos qui sont maintenant exposées aux abords des Jardins Saint-Martin. Voyez ce reportage signé Sarah Nkari et Jean-Alexandre Dordet. Puisque les Journées européennes du patrimoine mettront à l'honneur cette année l'architecture, la Direction des Affaires culturelles s'est emparée de ce thème pour son tout premier concours photo adressé à la jeunesse. C'était vraiment un sujet, je dirais, à ciel ouvert et qui permettait d'engager chacun avec son téléphone portable, tout simplement, à regarder d'un autre œil. Et c'est ce qui a été fait, les immeubles et tous les bâtiments de la Principauté. Nous avons eu des réponses assez nombreuses et une participation vraiment enthousiasmante. Donc ça prouve bien
que notre jeunesse est sensibilisée au patrimoine et surtout s'en intéresse. C'est une très bonne initiative. Je remercie la Direction des Affaires culturelles d'avoir pensé à cela. Nous, on l'a soutenu parce que d'abord, ça met en valeur les jeunes dans un cadre qui n'est pas purement scolaire, qui est un cadre un peu artistique. Deuxièmement, ça va leur permettre de progresser. Et puis troisièmement, on va exporter aussi ce qui a été fait à Strasbourg. Ce patrimoine, il est connu ici, il l'est moins ailleurs. Et donc ça va permettre une mise en valeur. Sur les 40 photographies reçues, 15 ont été sélectionnées par un jury d'experts pour être affichées sur les grilles des Jardins Saint-Martin. Et parmi cette sélection, 4 ont été désignés par le jury jeunesse, composé d'élèves de la Principauté. Adrien Blanqui en fait partie. Il a fait le choix du noir et blanc. Parce que c'est mon style, que j'aime ça, que ça permet de voir des choses différentes aussi. L'ombre, la lumière, le point de vue aussi, ça compte. Au-delà des prix rendus aux 4 lauréats, l'intégralité du groupe de jeunes dont les photos sont exposées participera à une masterclass avec le photographe Nick Danzinger afin qu'ils se perfectionnent dans leur pratique artistique. Aux côtés de Stéphane Bern, Jean-Philippe Vinci, Björn Dahlström et Celia Bernasconi, le photographe faisait partie du jury. Il nous partage son coup de cœur. Le stade Louis II, pour moi, c'est un œuvre. C'est vraiment beaucoup de réflexion. Je pense que le jeune a vraiment réfléchi à ce qu'il voulait donner comme rendu. Le cadrage était super, les couleurs, le moment qu'il a fait la prise de vue, pour moi, c'était vraiment une image que je vais quand même retenir pour très longtemps. Cette œuvre et les autres resteront sur le Rocher jusqu'au 5 octobre prochain. Ensuite, en 2026, elles voyageront donc à Strasbourg dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Nous avons souvent parlé intelligence artificielle dans ce journal. Elle est partout de nos jours et alimente bien des controverses. Dans la chronique US de cette semaine, c'est l'un de ses bons côtés que vous allez voir. Alexandra Pagny, vous avez trouvé un lien entre l'IA et les animaux de compagnie. Expliquez-nous. Oui, l'on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, mais sans toujours savoir comment cela se traduit concrètement dans notre quotidien. C'est pour ça, cette semaine, j'ai choisi de vous présenter une initiative positive de son utilité. Aux États-Unis, une plateforme a eu l'idée d'utiliser les capacités de l'intelligence artificielle à traiter rapidement un grand nombre de données dans le but de rechercher des animaux disparus. On regarde tout de suite comment cela fonctionne. La moitié des animaux présents dans les refuges aux États-Unis seraient des animaux perdus et non abandonnés sciemment. Partant de ce constat, la plateforme Petco Love Lost a souhaité utiliser les compétences de recherche de l'intelligence artificielle au service de ces animaux égarés. Petco Love Lost is simply the use of AI technology. We like to think, we believe, that it will become the Google of lost and found pets in the United States. It is free to anybody with a pet. It's also free to somebody who finds a lost pet. We have about 3,500 animal shelters in the United States that automatically feed all the lost and found animals that come in onto our platform. So if you were to lose your pet, for example, and you've registered it with Petco Love Lost, you report your animal is missing, and it begins scanning by vicinity, by date lost, by type of animal, male, female, all of those filters that are in there. And I kid you not, in an instant, it will tell you, Alexandria, your pet is at the Animal Care Center at New York City. It is that fast. Un service contesté Michael Emily et qui s'est heureusement bien terminé. Just kept searching and searching. We were putting her, name in like Facebook groups, and then ended up registering her for Love Lost. And then the next morning, I searched for her all night, and then the next morning, I got like a notification that she had gotten found at a shelter in Paramus, New Jersey. We're actually at a veterinary emergency clinic, but yeah. And then I just ended up getting reunited with her in 24 hours. But it was a very long, night of not knowing where she was and what was going to happen. But yeah, she ended up running 10 miles to Harlem, getting picked up in a car, and then driven from there to Paramus, New Jersey. So she crossed state lines in less than 12 hours, but it had a happy ending, so everything worked out well. Plus de 100 000 chiens et chats ont ainsi pu être réunis avec leur maître grâce à la plateforme. Disponible gratuitement à travers le pays, elle offre une solution rapide et efficace pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie.
Un modèle qui pourrait pourquoi pas être développé en France et en principauté. Quand le monde des Lego et celui des super-héros se rencontrent, la mairie a réuni les enfants de 8 à 12 ans scolarisés ou résidant à Monaco hier soir à l'espace Léo Ferré pour la 2e édition de la BRICS Academy. Un moment d'échange, de créativité et de rire auquel Sarah Nkari et Julien Logier ont pu assister. Regardez. Guidés par Spider-Man, Raphaël des Tortues Ninja ou encore Wonder Woman, les scolaires de la Principauté doivent mener à bien différentes missions lors de la BRICS Academy qui a pour thème cette année, vous l'aurez deviné, les super-héros. Et là aujourd'hui les enfants vont pouvoir créer, ils ont créé leur logo, leur symbole, ils vont créer des repères, des bases avec des super-héros et des super-héroïnes, des super méchants et des super méchantes aussi. Ils vont avoir des diplômes également tout à l'heure de Super BRICS Master Junior, tout cela dans la bonne humeur, la gaieté et la construction, sans oublier la déconstruction à la fin. Les parents vont venir nous aider, ce sera un véritable bonheur pour eux. Une soirée autour des Lego proposée par la mairie qui s'est appuyée sur une idée des collégiens du projet communal junior. On a toujours envie que nos jeunes de la Principauté s'amusent, qu'ils se retrouvent parce que comme vous le disiez très justement, ils viennent de tous les établissements scolaires, ils se mélangent, c'est une occasion unique, ils travaillent ensemble et ils se tissent, on espère, de beaux souvenirs. Et ils ne sont pas du tout dans les écrans, voilà, ils sortent un peu de leur quotidien aussi et ils font une activité plutôt différente. Moi je suis vraiment trop contente de la retrouver parce que j'étais en CP avec elle, mais je suis allée dans un autre endroit et petit à petit on se voit plus trop, alors vu qu'on se connaît depuis la maternelle. Donc c'était le moment de vous retrouver. Oui, mais on se retrouve des fois, mais là c'est l'athlétisme tous les mercredis. Oui, mais là on est quand même contents d'être ensemble. Autour des tables de construction, les apprentis justiciers comme Lana et Victoria profitent d'un château gonflable, à l'effigie de Lego bien sûr, et d'un candy bar, mais aussi découvrent le BRICS Museum pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la célèbre brique colorée. En ce mois de juin, il y avait donc un avant-goût de grandes vacances à l'espace Léo Ferré pour les 60 petits participants. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition, dominée, je le rappelle, par cette visite d'État du président français Emmanuel Macron en Principauté, qui se poursuivra demain avec la participation au Blue Economy and Finance Forum. Nous y reviendrons dans notre édition dominicale de 18h30. Dans un instant, la météo de Sarah Nkari. Je vous laisse sur les images des premiers temps forts de l'ouverture du forum, capturés aujourd'hui par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Demain en Principauté, nous profiterons d'une très belle journée largement ensoleillée. Dès les premières heures, le ciel sera parfaitement dégagé avec une température douce autour de 19 degrés. L'après-midi s'annonce tout aussi agréable avec un soleil généreux et des maximales atteignant 22 degrés. En soirée, les conditions seront identiques, aucun nuage menaçant à l'horizon et un vent léger qui ne perturbera pas l'ambiance estivale, idéal pour prolonger vos sorties en terrasse ou en bord de mer. Enfin, ce dimanche 8 juin, nous célébrerons à la fois la Saint-Médard, bien connue pour ses dictons météo, et la journée mondiale de l'océan, un thème qui fait sens en ce week-end marqué par le Blue Economy and Finance Forum. Belle soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.